Bonjour et merci d'être au rendez-vous de votre dimanche en politique avec une thématique qui revient dans l'actualité, la proposition de loi sur la régulation de l'installation des médecins pour lutter contre les déserts médicaux. Le sujet a encore animé les débats à l'Assemblée nationale cette semaine, tant cette mesure est sujet à controverse. Pourtant, la question des inégalités face à l'accès aux soins n'est pas nouvelle et l'urgence, elle, continue de grandir. Pour en parler, nous avons invité donc autour de ce plateau Julie Delalande. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère régionale chargé donc des questions de santé à la région Occitanie, notamment. Jean-Marc Laruelle, bonjour. Médecin généraliste, président du Conseil territorial de santé de l'Hérault, bonjour. Et ancien secrétaire national de la Fédération des médecins de France. Tout à fait. Également avec nous deux maires. D'abord, Julie Lopez-Dubreuil, bonjour. Bonjour. Maire de Saint-Jean-du-Pin, donc c'est une petite commune du Piémont-Cévenol, et vous êtes membre de l'association des maires ruraux du Gard. Et puis, le maire de Saint-Hilaire de Bretmas, Jean-Michel Perret, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Saint-Hilaire qui se trouve dans la zone urbaine d'Alès. Tout à fait. Avant de commencer, revenons sur ce déplacement en Occitanie. C'était le mois dernier, le député socialiste Guillaume Garot, qui est à l'initiative de la proposition de loi. Il s'était rendu à Saint-Hilaire de Bretmas, justement, dans le Gard, aux côtés de la présidente de région. À Saint-Hilaire de Bretmas, dans les Cévennes, le centre a ouvert en 2023. Il accueille 4 médecins, une sage-femme et 2 secrétaires, de quoi répondre aux besoins de la population dans ce désert médical. J'allais consulter chez un médecin en Ville-sur-Alès qui est parti, donc j'ai ouï dire que ce centre médical allait ouvrir, je me suis précipitée et j'ai eu la chance d'être la première patiente du docteur Lamitieux. Les patients nous le rendent bien, les patients nous répètent souvent qu'ils sont vraiment très contents de nous avoir rencontrés. Ils sont tellement désespérés de ne plus avoir de médecin qu'ils sont vraiment ravis d'être pris en charge et d'être suivis durablement. En France, 6 millions de personnes n'ont pas de médecin traitant. Pour tenter de pallier à ces manques, une proposition de loi transpartisane est en débat en ce moment. Une mesure complémentaire aux maisons régionales de santé, selon le rapporteur du projet de loi. Si on veut qu'il y ait des médecins partout, disponibles partout, il faut aussi une évolution des règles nationales pour l'installation. Et donc ça, c'est la tâche des parlementaires que nous sommes, pour faire en sorte que nos médecins en France soient mieux répartis qu'ils ne le sont aujourd'hui. Une première étape a été franchie avec le vote de cet article par les députés. Si elle est adoptée, la proposition sera ensuite suggérée aux sénateurs. Alors Julie Delalande, plus de 250 députés de tous bords, de LR à LFI, donc, ont co-signé cette proposition de loi. La présidente de région a soutenu la démarche. On a l'impression que le clivage politique est dépassé. Est-ce que c'est le cas à la région ? À la région, alors est-ce que le clivage politique est dépassé ? En tout cas, la santé, c'est un sujet qui fait plutôt consensus. En fait, la santé ne va plus très bien en France. Je ne pensais pas dire ça 20 ans en arrière, mais c'est un constat qui est partagé par tous. C'est là qu'est le consensus. Et je pense que le consensus, il est aussi sur la méthode, en fait. Plus que sur les solutions, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que maintenant, toutes les solutions doivent être examinées, toutes les solutions techniques. Il ne doit plus y avoir de tabou. Il ne doit plus non plus y avoir de positions dogmatiques. Ce sont les positions dogmatiques qui ont tué la santé en France. Je pourrais y revenir. Mais tout doit se faire dans le dialogue. Alors consensus sauf le RN. Sauf le RN, c'est vrai. Alors en région Occitanie, vous le savez, l'Assemblée nationale, c'est le cas, puisqu'ils n'ont pas été signataires justement de ce projet de loi. À la région, la situation est la même. Les conseillers régionaux Rassemblement national n'ont jamais voté en faveur d'une mesure en faveur de la santé. Jean-Marc Laruelle, tout est sur la table, y compris la régulation, semble dire la région. Vous êtes d'accord avec ça ? Non, ça fait 40 ans que les syndicats de médecins sonnent l'alerte sur cette problématique. On ne nous a jamais écoutés jusqu'à maintenant, on n'a jamais entendu nos propositions. Et il faut qu'on arrive à une situation catastrophique pour enfin s'emparer du sujet, c'est bien dommage. Ça fait quoi d'être soutenu par le RN sur cette question ? Ça n'a rien à voir avec le RN ou pas le RN, c'est deux choses complètement différentes. Consensus politique, est-ce que les maires se sentent concernés dans ce débat ? Aujourd'hui. Oui. Des maires divers gauche de chaque côté. Oh que oui, puisque pour ma part, sur la commune de Saint-Jean-du-Pin, il n'y a plus de médecins traitants. Je me retrouve avec une pharmacie dans des locaux communaux qui n'a plus de médecins
prescripteurs, avec des habitants qui viennent me trouver en permanence, qui sont désemparés. Donc nous sommes confrontés très régulièrement à cette problématique. Traverser la France en ce moment avec des banderoles partout, cherchons médecin, est malheureusement bien trop donc symbolique. Plutôt pour également ? Oui, tout à fait. Lutter contre l'exclusion territoriale médicale, c'est impératif. La santé, essentiellement, puisqu'on parle aujourd'hui de ce sujet, mais il y aurait d'autres exclusions aussi territoriales dont on pourrait parler. Mais la santé, évidemment, c'est aussi une lutte de tous les instants pour nous, maires et représentants de nos habitants. Alors, vous n'êtes pas seul, 150 000 élus locaux de tous bords, là aussi, ont consigné donc une tribune en soutien. Il y en a eu 66 dans le Languedoc-Roussillon, 57 en Lozère, et parmi eux, donc, écoutez cette phrase, lisez cette phrase de la députée Parti socialiste de la Lozère qui résume un peu ce sentiment. Se soigner ne peut plus être un parcours du combattant. Qu'éprouvent les médecins? Vous le disiez tout à l'heure, c'est un droit ou un privilège de pouvoir s'installer librement? S'installer où on veut. Mais dans le mot médecine libérale, il y a le mot libéral. Voilà, et c'est un mot auquel on est attaché depuis des dizaines d'années. On le crée haut et fort depuis longtemps. On n'est pas des salariés, on n'est pas astreinte à des choses, on est libéral. Donc on choisit depuis des années là où on veut s'installer, pour des raisons familiales, pour des raisons économiques, pour plein de raisons. Donc il est dommage qu'on nous retire cette liberté. Julie Dubreuil, vous qui êtes aussi enseignante, ça vous choque que les médecins, vous l'avez été, ça vous choque que les médecins soient obligés d'accepter? Les études de médecine sont financées par de l'argent public, notamment par les impôts des gens qui n'ont plus de médecins traitants. On peut rappeler combien est payé un étudiant en médecine par mois? Très peu, je le sais, mais en l'occurrence, les études sont tout de même financées. 200 € par mois. Et il se trouve que pour les enseignants, ils sont répartis sur le territoire national en fonction des besoins. Pourquoi pas pour la médecine? Je ne dis pas que c'est la bonne solution, mais en tout cas, il faut y réfléchir. Après, il faudrait aussi rappeler que c'est pas les petits territoires, c'est pas dans les milieux ruraux qu'on a les plus gros déserts médicaux. Hein. Le plus grand désert médical de France, c'est Paris. Oui, alors 2 bassins sur 3 des bassins ruraux sont sous-dotés. Donc 87% du territoire est sous-doté, donc forcément, il y a un petit peu de monde rural là-dedans. En même temps, on peut quand même dire qu'il y a 6 millions d'habitants en France qui n'ont pas de médecin traitant. Alors, pas de médecin traitant, justement, pas dire pas de consultation. Justement, vous me tendez la perche, je vous laisse la parole. 6 millions, donc vous disiez effectivement, de personnes sans médecin traitant. Regardez ces chiffres. La tendance est toujours à la hausse depuis des décennies déjà. 87%, on l'a dit, du territoire classé désert médical où vivent près de 9 millions de personnes. Et donc, oui, ce qui est particulièrement aussi choquant, c'est que l'espérance de vie, alors je ne sais pas pour Paris, je ne connais pas les chiffres comme vous pouvez les connaître, mais en attendant, quand on voit entre le milieu urbain et le milieu rural, semi-rural, on a une espérance de vie inférieure d'1 an, de 12 mois. C'est les dernières statistiques depuis 2021. On a une population vieillissante en ruralité également. Hein. Oui, tout le monde vieillit à Paris aussi. En tout cas, d'autres professions de santé connaissent aussi cette régulation déjà. Elles sont quasiment toutes régulées, hein, jusqu'au chirurgien dentiste il y a peu de temps. Oui, c'est le cas. Bon, je pense que ça se place plutôt bien si c'est fait en bonne intelligence. Après, il ne faut pas se méprendre. Hein. On l'a dit, les 6 millions de personnes qui n'ont pas de médecin traitant, c'est d'abord un problème de pénurie de ressources médicales. C'est d'abord le nombre de médecins peut-être qui n'est pas suffisant. La répartition, c'est un dommage collatéral. Donc on peut s'en occuper, mais il faut déjà que l'État déroule la partition du nombre de médecins traitants. Alors cet article donc adopté, car il y a aussi l'autre partie de la loi qui était en débat cette semaine, je vous donne la parole tout de suite, régulerait donc l'installation des médecins libéraux ou salariés, et ce droit à l'installation serait octroyé donc par les ARS, les associations régionales de santé, dans les zones en déficit et dans les zones surdotées. C'est le principe. L'agence régionale de santé, une arrivée donc de médecins serait conditionnée à un départ. Dans ces zones-là. Je voudrais rappeler simplement que les 6 millions de personnes qui n'ont pas de médecin traitant, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas consulter. C'est simplement, ils n'ont pas de médecin attitré à eux, puisque vous savez qu'il faut faire la déclaration de médecin traitant. Mais ces patients-là peuvent consulter quand même largement. Et en tout cas, c'est ce qui se passe sur Montpellier, dans les grandes villes. Il n'y a aucun souci là-dessus. En même temps... Ça s'appelle les files actives dans nos patientèles. Et en même temps, moi je vois sur le centre de santé de Saint-Hilaire-de-Bretmas, j'ai des patients qui font plus de 30 km pour venir se faire soigner. Donc, c'est-à-dire, il y en a qui viennent d'Ardèche même.
Donc c'est quand même, alors qu'on n'est quand même pas à côté de l'Ardèche, hein, donc c'est quand même aussi impressionnant de se dire, faire 60-70 km aller-retour pour une consultation qui va durer peut-être 15 à 20 minutes. C'est de la folie. Pas normal. C'est ça, parce que sur les 6 millions de personnes qui n'ont pas de médecin traitant, il y en a quand même pas loin de 2 millions qui sont dans le renoncement aux soins pour ces raisons-là. Parce que la notion de proximité, malgré tout, elle est importante. Tout le monde n'a pas les moyens d'aller voir un médecin traitant s'il est, effectivement, tu as raison, à 30 km. Dans une ville comme Montpellier, bien sûr, je peux répondre. Dans une ville comme Montpellier, vous n'avez pas 30 km pour aller voir un médecin, mais en temps, vous avez plus de temps pour aller voir un médecin à Montpellier que les 30 km que vous ferez à Saint-Hilaire-de-Bretmas. Ça me permet de rebondir sur ce sujet-là, justement, puisque en fin de compte, ce dont on souffre, c'est la métropolisation. Moi, j'appelle ça le syndrome de la tour de Babel. Nos gouvernements, entre guillemets, dits stratèges depuis des décennies, ont toujours favorisé la métropolisation. Et en fin de compte, aujourd'hui, on se retrouve avec une diagonale du vide en France, voire même le Y, parce que ça commence à pousser vers la Bretagne. Et c'est des territoires qui sont complètement abandonnés par manque, on va dire, d'urbanisation ou du moins de plans stratégiques d'aménagement du territoire sur l'ensemble de notre territoire. On est bien d'accord. Il y a des déserts médicaux, si vous permettez, également en ville, dans des quartiers, dans des zones urbaines et surtout également en ruralité. Alors justement, les médecins, forcément, sont vent debout contre cette proposition de loi et cette mesure. Chez les médecins, c'est une levée de bouclier. 15 organisations médicales, Conseil national de l'ordre compris, sont montées au créneau pour manifester leur opposition. Comme lors de cette marche, c'était à Montpellier, donc un appel à la grève illimitée des médecins libéraux lancé fin avril est toujours en cours. Écoutez sa réaction. Ils veulent nous faire exercer dans un endroit qu'on n'aura pas choisi, dans des zones où il y a un manque de tout, de services publics, où il n'y a potentiellement pas d'école, pas de poste, pas de banque, pas de commerce. Enfin, c'est pas aux médecins de payer le prix de toutes ces années de politique ratée. Et il faut peut-être proposer aussi aux médecins retraités de pouvoir réexercer, mais sur la base du volontariat, encore une fois. Tout ça, il faut le faire sur la base du volontariat, en fait. Sur la base du volontariat, est-ce que c'est encore possible quand on dit qu'on arrive à un point de rupture aujourd'hui? Alors attention, parce qu'il y a une mise en concurrence dans les zones rurales des communes entre elles sur ce qu'elles vont pouvoir proposer ou pas à un médecin qui arriverait sur le territoire. Donc on propose des locaux, la gratuité des locaux, des primes à l'arrivée, parfois même on offre des maisons. Et cette concurrence-là n'est absolument pas acceptable sur le territoire français. Toutes les communes rurales n'ont pas les moyens. Alors oui, certes, il faut qu'ils soient attractifs, je l'entends bien, on a été les premiers à faire une annonce la plus attractive possible. Mais c'est tout le maillage du territoire sur les services publics qui est à réfléchir. Il faut rappeler que la notion de désert médical, c'est moins de 3 consultations par an, je crois. C'est le calcul de l'APL. C'est bien ça. Ce qu'on appelle l'APL. Donc il y a bien des déserts médicaux partout, y compris en ville. Mais je ne sais pas comment les calculer, parce que sur le centre des grandes villes, on a un APL qui est supérieur à la moyenne, alors qu'on n'a plus de médecins. En tout cas, il y a bien des disparités. Il y a des disparités. Il faut sortir des chiffres. Le ressenti des habitants, il est important aussi. Quand vous parlez autour de vous, tous les citoyens, enfin la grande majorité maintenant se plaint justement d'être soumis à ce parcours du combattant pour se faire soigner. Ça, c'est une réalité qu'il faut entendre, au-delà des chiffres. Un chiffre du Conseil national de l'ordre des médecins qui constate qu'entre 2010 et 2024, la densité médicale a augmenté, certes, dans 31 départements, mais a baissé dans 69 autres. Donc il y a bien une inégalité. Oui, en effet, cette inégalité est patente et c'est un des fondements de la République d'avoir accès aux services de première nécessité, que ce soit l'enseignement ou de pouvoir se soigner. Donc, je pense que toutes les solutions sont à réfléchir. Alors j'entends le désarroi des étudiants, je l'entends complètement. Mais toutes les solutions sont à mettre sur la table et les pistes, je pense. Alors on est bien d'accord, il n'y a pas une solution. Non. La France est une grande diversité et les solutions sont aussi très diverses. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir réfléchir dans chaque petit territoire, quelles sont les problématiques et les solutions vont être différentes. On ne peut pas avoir les mêmes problématiques sur le littoral de l'Occitanie que dans les hauts cantons. On va y arriver justement aux actions que les uns et les autres essayent d'entreprendre pour pallier à ce problème. Mais tout d'abord, sur cette situation, vous disiez tout à l'heure, ça pourrait être contre-productif si cette mesure passait.
Ça va surtout... faut écouter les jeunes. Donc, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement n'a pas discuté au préalable avec les syndicats de jeunes. Ça aurait permis de leur demander qu'est-ce qu'il vous faut pour aller justement dans ces endroits désertiques, qu'est-ce que vous avez besoin. Et là, on aurait pu trouver des solutions en discutant. Et là, on impose les choses sans aucune discussion. C'est quand même un petit peu dommage. Oui, alors peut-être on n'est pas encore aux conclusions, docteur. Je pense que les modalités selon lesquelles ça se fera ou pas, elles seront discutées. J'espère, j'en suis sûre, que c'est l'état d'esprit justement de ce qui est proposé aujourd'hui. C'est le dialogue, parce que vous avez raison. Sans dialogue, sans partager les solutions, elles sont fortuites. Pourquoi balancer comme ça une bouteille à la mer en espérant récupérer ce qu'on peut? C'est dommage. Comme le disait Madame Lopez, on pose les cartes sur la table et on les discute. C'est ça l'état d'esprit avant tout, c'est d'envisager toutes les solutions. Quand vous votez une loi, c'est pas discuté. Le danger, je pense, c'est une politique TikTok, c'est-à-dire une actualité et on répond, je dirais, comme un enfant qui trépigne devant la vitrine d'un magasin de jouets. Ce qui manque essentiellement, c'est une vraie stratégie à long terme. Et cette stratégie-là, elle passe, et ça, je rejoins aussi ce qui vient d'être dit, c'est qu'un médecin, il n'est pas tout seul. Il y a son conjoint, sa conjointe, ses enfants. Donc c'est un tout. C'est une diversité, ce que disait aussi Julie Lopez, une diversité, on va dire, pour accueillir, que ce soit crèche, école, services publics, culture, loisirs, etc. Et précisément, c'est exactement comme d'autres thématiques, alors, mais exactement, de façon à avoir une mosaïque professionnelle dans, on va dire, et combler la politique du vide, en fin de compte, où on métropolise. Aujourd'hui, Avignon, Marseille, Montpellier, Rennes, Nantes, Strasbourg. Au niveau des soignants, on appelle ça l'hospitalocentrisme. On va poursuivre, comme ça vous aurez l'occasion de soulever ces solutions, en tout cas ces actions face au manque de médecins. Certaines communes choisissent de les salarier. C'est le cas par exemple de la commune d'Alenia, dans les PO, où 3 généralistes, les Pyrénées-Orientales, exercent donc désormais dans le centre de santé communal. Regardez. Les habitants d'Alenia sont des chanceux. Depuis le mois dernier, ils ont 3 nouveaux médecins, 3 généralistes qui travaillent ensemble dans ce centre communal de santé. Si le docteur n'est pas disponible, on a la possibilité d'être soigné par quelqu'un d'autre. Donc on est ravis, c'est parfait pour nous. Il y en a un qui est parti à la retraite et l'autre est full, il est complet. Donc il fallait aller à Elle, Saint-Cyp. Ça va quand on peut se déplacer, mais je pense aux gens âgés ou les gens handicapés, comment font-ils? Comme ça, on a les résultats pour le rembourser. Ici, la mairie fournit les locaux, paye les différents frais, salarie une secrétaire médicale et les 3 médecins sur une base de 35 heures hebdomadaires. Charge pour ces praticiens de recevoir une moyenne de 3 patients par heure. La fièvre ou pas? Non. Ça, c'est depuis combien de temps? Après presque 30 ans en libéral, Olivier Godon a fait le choix du salariat. Moi, je ne regrette pas du tout mon choix parce qu'il y a une fatigue qui s'est accumulée, et comme nombre de mes confrères d'ailleurs, qui tombent malades tous, ou en burn-out ou d'autres pathologies. Et je pense qu'il faut justement trouver des solutions, et je pense que mettre en place des centres de santé de médecins salariés, à mon avis aujourd'hui, c'en est une. Le budget annuel du centre municipal de santé est d'environ 500 000 €, budget qui devrait à terme à peu près s'équilibrer grâce au remboursement des actes médicaux par la Sécu. Car la demande, c'est évident, est là. Le jour où on a ouvert l'accueil téléphonique, donc pour programmer des rendez-vous, à 8 heures, on était déjà à 340 rendez-vous programmés. Donc les attentes sont considérables et elles vont sans doute être encore plus importantes parce qu'il y a énormément de départs à la retraite prévus avec énormément de difficultés de remplacement dans le bassin de vie. La mairie d'Alenia prévoit de déménager le centre municipal de santé dans des locaux plus grands et d'embaucher bientôt d'autres médecins. Alors vous le disiez tout à l'heure, Julie Dubreuil, c'est un peu la course à l'échalote. On a un exemple des maires qui tentent des actions, salarient aussi des médecins. Qu'est-ce que vous avez essayé de faire ? Alors, bon, nous, on a un local communal à disposition, donc on en fait la promotion. On a une pharmacie sans prescripteur, pardon. Toutefois, ça dépend des moyens de la collectivité locale également. Toutes les communes n'ont pas les mêmes moyens. Vous savez que nous aussi, on nous demande de contraindre nos budgets. J'envie fortement cette commune qui a pu monter un centre de santé, mais quand j'entends un budget de 500 000 € par an...
voilà, alors certes compensable, mais ça me paraît difficile. Toi, tu as construit un centre de santé? Alors j'ai eu deux étapes. Une première étape avec un des deux pharmaciens qui a effectivement aménagé un local pour sa nouvelle pharmacie et accueillir 2 médecins en libéraux. Et quand on a épuisé, entre guillemets, la recherche de médecins en libéral, on est passé effectivement à l'option centre de santé. Au départ, on était parti sur un centre de santé municipal. Sont arrivées les élections régionales et la volonté de la présidente Carole Delga d'accompagner justement la création de centres de santé. Bien heureusement pour ma commune, effectivement, tu as raison, parce que toutes les communes n'ont pas les moyens, loin de là. Et c'est vrai que, je dirais, grâce à la région, j'ai un reste à charge annuel pour l'instant de 80 000 €. Ça représente un tiers du reste à charge après remboursement Sécu, ARS, etc. Alors, la santé, on l'oublie, c'est une compétence de l'État, mais la région a voulu prendre à bras-le-corps cette question des déserts médicaux depuis 2022, en finançant la création de centres de santé et en recrutant des médecins. Quel bilan à ce stade ? Le bilan, il est très positif. Alors, si vous le permettez quand même, je veux redire ce qui nous a amené à cette solution. Rapidement, mais effectivement, la course à l'échalote, vous en parliez tout à l'heure. Ce constat-là, on l'avait partagé, c'est pas bon. Les médecins qui s'installent dans une commune, ils peuvent faire parfois des mercenaires qui font valoir leurs compétences auprès de la commune d'à côté en essayant de se faire payer plus cher et on n'installe rien de durable. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on travaille ensemble, ça c'est une chose. Donc on a fait valoir les synergies en créant ce groupement d'intérêt public Ma Santé Région qui regroupe quand même 45 membres, régions, départements, interco, municipalités et des experts, dont les syndicats des internes, les facultés de médecine d'Occitanie, l'ARS, enfin, voilà. Et donc aujourd'hui, première étape, à l'échalote, déjà. Une centaine de médecins recrutés, c'est ça? Alors, le bilan, une centaine de médecins recrutés, 100 médecins recrutés, 6 sages-femmes, 40 secrétaires médicales pour tout ce qui relève de l'administratif, pour permettre aux médecins de se centrer sur leur art, sur la clinique. C'est 32 000 patients qui ont trouvé un médecin traitant, qui ont comme médecin traitant un centre de santé Ma Santé Ma Région. C'est aussi 300 000 consultations en 2 ans et demi. Et des objectifs pour 2026 avec donc 200 médecins et 5 nouveaux centres de santé en 2025. Est-ce que cette solution, c'est la solution idéale? Qu'en pensez-vous? Comme toutes les solutions, il n'y en a pas d'idéal. C'est une des solutions. Sur certains endroits, malheureusement, ce sera peut-être la seule solution. Ces centres de santé sont-ils viables? Alors, financièrement, c'est hors de coût. Franchement, c'est des tarifs à la consultation qui sont 10 fois, plus de 10 fois pour certains endroits, le prix d'une consultation dans un cabinet de médecine classique. Si vous me permettez de réagir. Quand on a rien d'autre comme solution, comme je disais, c'est une des solutions. Voilà. Après, je vais revenir sur le chiffre des 300 000 consultations en 2 ans, 3 ans 2 ans et demi. Voilà. Ça revient à 1500 consultations par médecin par an. Je rappelle que la moyenne est à 5400 consultations par médecin dans ce pays. Donc le salariat, vous dites, c'est moins de consultations. C'est bien, mais ça ne compense pas grand-chose et ça coûte très très cher. En termes de coûts, sans rentrer dans des considérations techniques, on ne peut pas discuter comme ça parce qu'en fait, les centres de santé, ils montent... C'est nos impôts qui payent ça. Ils montent en charge progressivement. Donc là, vous raisonnez en année pleine, mais les médecins, je raisonne sur les 3 ils arrivent années. En cours d'année puisqu'on commence. C'est pas balbutiant, mais malgré tout, on est dans le démarrage du process. Et puis, la montée en charge des patients va avec. Donc, des recettes pareilles. Parce que ces centres de santé se financent par les recettes entre autres de la sécurité sociale. Voilà, plus la ROS, et il y a un reste à charge, Jean-Michel Perret le disait tout à l'heure, qui est pris en charge par les Mais alors, si cette solution est idéale, Jean-Michel Perret, pourquoi elle n'est pas élargie aux petites communes? Il y a des critères, je suppose, pour pouvoir bénéficier de ces centres. Je peux compléter aussi, puisque en fait, on avait bien travaillé le sujet, nous, avant de rejoindre le dispositif de la région. Et en fait, quand on avait fait nos projections financières pour un centre de santé communal, je précise, effectivement, on est arrivé à un équilibre financier au bout de 5-6 ans pour amortir, on va dire, le démarrage. Et après, ça devait s'équilibrer effectivement au tarif remboursé de la consultation. Alors, si vous permettez... Juste par ailleurs, on mutualise les charges aussi. L'intérêt du GIP, c'est que tout ne porte pas le reste à charge sur la commune. Et les fonctions dites support, la gestion des ressources humaines, etc., c'est mutualisé, c'est Mais plutôt, les petites communes restent quand même à l'écart de ce dispositif. Non, pas du tout.
dans les 45 membres, il y en a beaucoup. Les critères sont assez 800, sélectifs. 800. Simplement, dans les petites communes, il y a aussi un problème de foncier. Enfin, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas les locaux adéquats et la commune ne possède pas de foncier. Donc, c'est à l'ancienne. Un cabinet rattaché à côté d'une pharmacie profile un système qui évolue. Avant de terminer, juste un petit clin d'œil sur cette carte interactive. Elle a été mise en ligne sur France Info dernièrement. Elle permet, en un coup d'œil, de connaître la densité médicale par profession de santé dans votre région, département, commune. Regardez, en rouge, les zones beaucoup moins bien dotées, en médecins généralistes par exemple, en orange, les moins bien dotés, et en vert, foncé et clair, les mieux dotés. Par exemple, ici en Lozère, au cœur donc du désert médical, une cinquantaine de médecins généralistes seulement. La moitié de ces médecins a plus de 60 ans. 56, merci pour la précision. Autre exemple, dans les Pyrénées-Orientales, vous voyez la carte, beaucoup de rouge également. Là, 10% de la population n'a pas de médecin référent. Là, c'est le Gard. Effectivement, dans le Gard aussi, dans le nord du département, en Cévennes, on affiche une offre médicale 3 fois inférieure à la moyenne nationale. Donc, j'en reviens au sujet. Faut-il, encore une fois, maintenant que l'on a ces données depuis des dizaines d'années, enfin plus de 10 ans en tout cas, passer à des mesures fortes face à l'urgence? Et on va essayer de faire un tour de table pour conclure. Alors, peut-être qu'il faut en passer par là. Je ne dis pas que c'est la solution. Je pense qu'il faut étudier toutes les solutions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Néanmoins, même si je reconnais le gros travail fait au niveau de la région, je pense que l'État doit s'emparer de ce sujet. Les politiques publiques à l'incitation ont-elles échoué? Elles sont arrivées trop tard. Comme je disais en début d'émission, ça fait 40 ans qu'on alerte sur le sujet. Et maintenant que c'est un petit peu tardif, tout le monde s'en parle. Mais il faut continuer là-dessus pour vous. Mais il faut voilà. Et de toute façon, des solutions, il y en a. On en propose régulièrement. Encore faut-il qu'on soit autour de la table pour pouvoir discuter. Il nous reste 20 secondes. En une phrase. L'État doit activer ses leviers, la région active ses propres leviers. On est sur des mesures incitatives. Les centres de santé en ont, mais on en propose beaucoup d'autres. Et c'est dommage que je ne puisse pas les aborder aujourd'hui. Merci. L'essentiel a été dit. Merci à tous d'avoir participé. Très bon dimanche à vous. À la semaine prochaine.